À la fin du règne de Claude, l'Empire romain s'étendait de l'Angleterre au nord-ouest à l'Égypte au sud-est. Pour surveiller cet immense territoire, sous la brume de la Britannia, dans le froid des forêts germaines et sous le soleil de plomb de l'Orient, Rome a pu compter sur des pérégrins, ces hommes libres de l'Empire mais non citoyens, engagés comme soldats dans les troupes auxiliaires. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir qui étaient les soldats auxiliaires et à quel point ils étaient importants pour l'Empire romain. Dans l'armée romaine, et cela depuis la royauté, sauf à de rares exceptions, seuls les citoyens pouvaient servir en tant que légionnaires. Les non-citoyens servaient, eux, dans les corps auxiliaires. La bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ marque la fin des guerres civiles consécutives à la mort de Jules César 13 ans plus tôt, et le neveu, puis fils adoptif de ce dernier, Octave, arrive au premier plan des affaires de l'État. Il fut le premier dirigeant romain à prendre le nom d'Augustus et le titre de princeps, c'est-à-dire le premier des citoyens, faisant ainsi entrer Rome dans l'ère impériale. Au début de son principat, vers les années 27-25 avant Jésus-Christ, une réorganisation totale de l'armée s'imposait. Non seulement le territoire contrôlé alors que la République romaine s'était considérablement agrandie et allait encore croître, mais le nombre de légions était devenu trop important. La guerre civile ayant amené les belligérants à enrôler massivement, y compris des non-citoyens, Auguste décida finalement de démobiliser une grande partie de ses soldats et de ne préserver que 24 légions et de remanier la première cohorte de chaque légion, la plus réputée de toutes, en 5 centuries à effectif double. On distinguait dès lors les garnisons de Rome et celles des provinces, de même que les légionnaires et les auxiliaires. D'après l'auteur Dion Cassius, dans son œuvre, il cite « Alors, sous Auguste, outre les légions, qu'il y en ait eu 23 ou 25, on entretenait des troupes auxiliaires d'infanterie, de cavalerie et de marine, mais je ne saurais dire le chiffre exact. » Depuis toujours, la ville éternelle fit appel à des contingents étrangers pour compléter ses légions, soit comme alliés, soit comme mercenaires. Ainsi, de nombreux Italici, soit les peuples de l'Italie antique, comme les Samnites ou les Étrusques, servirent Rome comme alliés après avoir été vaincus comme ennemis. Pour ces peuples, latins et italiotes, des traités d'alliance avec Rome stipulaient en effet de lever des troupes si une guerre éclatait. Ces alliés se battaient alors aux côtés des légions avec leurs armes traditionnelles ainsi que leur façon de combattre. Par la suite, Rome trouva de nombreux nouveaux alliés en dehors de la péninsule italienne à travers l'espace méditerranéen. Ce fut le cas par exemple pendant les guerres puniques, lorsque les cavaliers numides se retournèrent contre Carthage et prirent part à la victoire décisive de Scipion Émilien, dit l'Africain, sur le grand Hannibal en 202 avant Jésus-Christ. Au gré des réformes militaires, depuis celle de Camille, 446-365 avant Jésus-Christ, à celle de Marius à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Italiens ayant acquis pour la plupart la citoyenneté romaine furent progressivement intégrés au sein des légions. Durant la guerre des Gaules, 57 à 51 avant Jésus-Christ, de nombreux contingents spécifiques et ethniques, comme les frondeurs des Baléares, les archicrétois, les Numides, les cavaliers germains et celtes, se battirent aux côtés des légionnaires de César, certains en tant qu'alliés, d'autres en tant que mercenaires. La différence était importante, car seule la part du gain, en butin et en argent, intéressait les mercenaires, tandis que les alliés se battaient en raison des conditions stipulées par les traités, leur accordant tout de même au passage de nombreux avantages, comme la citoyenneté romaine, du moins pour les chefs et les élites, dans un premier temps. Les Gaulois de la Gaule narbonnaise, conquise à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, servaient depuis longtemps dans l'armée romaine comme légionnaires après avoir reçu la citoyenneté. Durant ces réformes, Auguste fit des auxiliaires des soldats professionnels avec une durée de service fixée à 25 ans. C'est une notion fondamentale des réformes d'Auguste, celle de créer un statut officiel au sein de l'armée romaine pour les pérégrins, soit les hommes libres de l'Empire mais qui n'ont pas la citoyenneté. Ils n'étaient plus de simples mercenaires ou alliés recrutés en temps de guerre, mais des soldats professionnels au service de Rome. Très vite, ils adoptèrent certaines pièces d'équipement légionnaire, comme le glaive, le pugio, d'origine hispanique et développé pour répondre aux besoins de l'armée romaine, ainsi que le cingulum, ceinture militaire symbolisant son statut de soldat romain. Les légionnaires ont adopté et adopteront du matériel issu de terres conquises, comme des armures, des vêtements, des casques, etc. En remerciement des services rendus, l'empereur Claude accorda la citoyenneté romaine à tout auxiliaire à la fin de ses 25 années de service. Un diplôme leur était ainsi remis au cours d'une cérémonie officielle. Si l'armée romaine était un rouleau compresseur sur le champ de bataille, ce fut aussi une formidable machine à fabriquer du citoyen romain. Selon nos sources historiques, la moitié des auxiliaires arrivaient vivants à leurs 25 ans de service, ce qui est plutôt impressionnant vu tous les dangers auxquels ils devaient faire face. Désormais, tout homme libre devient citoyen romain et jouit des droits relatifs à son statut. Le soldat devenait citoyen romain, son épouse et ses enfants également. Nous savons aujourd'hui que l'acquisition de la citoyenneté romaine a été une des causes principales de la durée de l'Empire romain.
En 212, après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla, par la promulgation d'un édit, étendra la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. En l'an 9 après Jésus-Christ, 3 légions et 6 cohortes d'auxiliaires sous le commandement du général Varus furent anéantis dans la forêt de Teutobourg par les Germains d'Arminius. Ce désastre marqua la fin des ambitions romaines en Germanie une vingtaine d'années après le début des conquêtes d'Auguste outre-Rhin. Les frontières de l'Empire, appelées limès, se stabilisèrent en Germanie à partir du règne de Tibère et les armées romaines avaient désormais pour tâche de les surveiller en tentant d'empêcher toute invasion. Mot d'ordre qui n'empêchait bien sûr pas le commerce. En passant d'un rôle de conquête à celui de défense des territoires, l'armée dut s'adapter rapidement. Malgré quelques révoltes célèbres en Germanie, héroïquement matées par Germanicus, les camps de marche firent progressivement place à des forts permanents. Le bois, puis la pierre, remplacèrent le confort spartiate des tentes. Les camps de légion, 5000 hommes, étaient alors construits en retrait du Limès, comme à Strasbourg, Mayence ou Xanten. Les camps des troupes auxiliaires jalonnaient la frontière pour assurer une meilleure réactivité et une meilleure efficacité en cas d'attaque. Attention toutefois, le Limès ne constituait pas une frontière fixe et linéaire, mais plutôt une zone tampon, une marge qui assurait la protection des territoires romains. Il n'était pas rare de rencontrer des postes avancés en territoire ennemi. En ces temps de paix relative, Pax Romana, l'armée se chargeait également de la police dans les provinces, de l'administration, de la construction de routes, etc., favorisant ainsi la romanisation des populations et le commerce. Après l'arrêt des campagnes augustéennes, seules les conquêtes de la Britannia, Grande-Bretagne actuelle, et la Dacie, respectivement par Claude et Trajan, sont entreprises, avec plus ou moins de succès. Sur le champ de bataille, lorsque la Légion est présente, les cohortes auxiliaires sont chargées de protéger les flancs, c'est-à-dire les côtés de celle-ci. Les archers et les frondeurs, quant à eux, tentent de désorganiser les rangs ennemis. Les troupes auxiliaires étaient constituées de soldats d'infanterie lourde et elles fournirent également à l'armée romaine de la cavalerie et des troupes spécialisées comme les archers ou les frondeurs, ainsi que d'autres types d'infanterie légère comme les vélites. Commençons par eux. Ce corps d'infanterie légère est extrêmement mobile, ils ont le rôle de tirailleurs. Ils disposent de plusieurs javelines qu'ils portent soit à la main, soit dans un carquois. Ils harcèlent l'ennemi avant le corps à corps de l'infanterie lourde. Ils portent un casque mais rarement de protection corporelle, éventuellement une protection en cuir, et bien sûr ils disposent d'un glaive et d'un kingulu. Selon l'historien antique Tite-Live, l'utilisation des archers dans l'armée romaine remonte à moins 217 lors de la deuxième guerre punique contre Hannibal. Dans le cadre de ces réformes de l'armée, Auguste va organiser les archers en cohortes de 500 ou 2000 hommes. Au 1er siècle de notre ère, les archers proviennent en grande majorité de la province de Syrie, mais également de Crète, de Thrace et d'autres provinces orientales. Le peuple gaulois des Rutènes est également connu pour la qualité de ses archers, selon Jules César. Leur rôle sur les champs de bataille consiste à désorganiser les lignes ennemies via l'envoi de flèches en tir parabolique avant l'affrontement de l'infanterie. Ils sont aussi très utiles lors des sièges, tant pour l'attaque que pour la défense. Autres soldats utilisant des armes de jet, les frondeurs, provenant à l'origine des Baléares, car ces habitants étaient réputés pour leur habilité à manier cette arme qui pouvait être particulièrement dévastatrice en cas de tir direct. Les frondes étaient aussi utilisées dans un but de désorganisation. La cavalerie romaine était principalement composée de soldats auxiliaires. Les Romains recrutaient des cavaliers en Numidie, en Ibérie, en Gaule, ainsi qu'en Germanie. La cavalerie avait des boucliers plats ovales ou hexagonaux, des épées longues, des lances et des javelines. Les Romains ne connaissaient pas les étriers, mais utilisaient des selles et des éperons. La cavalerie effectuait des tâches de reconnaissance, des escarmouches et poursuivait l'ennemi en fuite. Sur le champ de bataille, elle pouvait attaquer les flancs des rangs ennemis. Vu qu'ils n'avaient pas d'étriers, ce n'était pas une cavalerie lourde qui allait au choc. L'infanterie lourde restait le principal corps de troupes. Tout comme la Légion, les auxiliaires disposent d'une infanterie dite lourde, à la différence près que les auxiliaires sont des lanciers et n'ont, selon nos connaissances actuelles, jamais utilisé le pilum au cours du 1er siècle. Ils avaient un équipement d'entraînement similaire à ceux des légionnaires romains. Cependant, ils combattaient en plus petites unités, appelées cohortes, de 500 ou 1000 hommes. Ce corps était destiné au combat au corps à corps avec l'ennemi jusqu'à sa capitulation. Pour y parvenir, ils utilisaient plusieurs types de formations comme leurs camarades légionnaires. Depuis les réformes militaires de l'empereur Auguste, la marine romaine est composée de 40 000 à 45 000 soldats marins. De piètre notoriété, celle-ci eut pourtant un rôle prépondérant et déterminant en participant activement à la sécurité de l'Empire romain. Elle fut un élément incontournable de la logistique des armées, aussi bien dans la préparation des campagnes que dans leur déroulement. Celle-ci, véritable réservoir en hommes, elle participa activement aux grandes expéditions en Occident et en Orient tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ. De réputation inférieure comme leur homologue auxiliaire, le soldat marin ne fut pas moins un combattant professionnel qui n'avait rien à envier en matière de discipline et d'efficacité aux célèbres légionnaires romains. Au début de l'Empire, la cohorte auxiliaire est composée de 500 hommes, c'est une cohorte dite quingénaire. À partir de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, apparaît la cohorte militaire composée de 1000 hommes.
De même, une cohorte mixte voit le jour, la cohorte Equitatae, composée d'un tiers de cavaliers et de 2 tiers de fantassins. C'est une cohorte efficace pour les missions de police sur le limes. Au niveau de la composition et de la hiérarchie, les 80 hommes et 20 valets qui composent une centurie sont regroupés en 10 contubernia, qui désignent la plus petite unité militaire de l'armée romaine, et ainsi qu'une tente. Chaque centurie est commandée par un centurion, secondé de son optio. L'ensemble des 6 centurions qui forment la cohorte quinquagénaire sont dirigés par un centurion princeps. Le tout est placé sous le commandement d'un préfet. Comme dans toutes les unités romaines, les troupes auxiliaires disposent de portes d'enseigne, le signifère et le vexillarius. Le premier est le porteur du signum, emblème sacré d'une unité auquel un culte est dédié. Il est également le banquier de son unité, c'est lui qui gère entre autres la caisse commune des retraites, des soldats, ainsi que l'argent pour les funérailles de ceux qui sont tombés au combat. Le vexillarius porte le vexillum, petit drapeau monté sur une barre transversale. À notre connaissance, seuls 2 modèles originaux ont été retrouvés. Les autres sources proviennent des fresques et de la lapidaire. Le porteur du vexillum peut être assimilé à un signifère car il porte une tenue similaire. Dans l'armée romaine, chaque gradé était pourvu d'un officium, soit un bureau, composé d'immunes, des soldats exemptés de tâches les plus pénibles et dangereuses que les autres devaient effectuer, comme le creusement d'un fossé ou les patrouilles. Ces soldats s'occupaient de la gestion administrative de l'unité. Les soldats de l'écrit peuvent être classés en plusieurs catégories. Dans leur ensemble, ils étaient appelés tabularii, les hommes des planchettes, comme par exemple l'exactus, qui dressait le tableau des services journaliers, le notarius, aussi appelé exceptor, qui prenait en sténographie les discours du commandant. Les fiches comptables, pour leur part, revenaient du librarius, dit aussi librarius a rationibus, qui avait également la charge de la partie militaire de la porte de la postérité. Nous y reviendrons plus en détail dans des vidéos dédiées, mais pour avoir une bonne idée de l'équipement des auxiliaires de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons le cas des tombes à armes retrouvées sur le territoire celtique. Il n'y a pas de tombe à armes chez les Romains, les citoyens ne pratiquant pas ce rite en Italie. Cette tradition est totalement absente de la culture romaine, qui tend même à interdire tout dépôt d'objets personnels aux côtés du défunt. Ces pratiques funéraires se distinguent nettement de celles des Celtes, où les funérailles sont au contraire le lieu du faste pour l'aristocratie qui est à soi et consolée de son statut. Pour notre propos, ces considérations sont importantes. Dans le cas théorique où nous rencontrerions une tombe avec de l'armement légionnaire en Gaule, il n'y a pas de raison pour l'interpréter comme une tombe de légionnaire. La probabilité d'avoir affaire à un auxiliaire est par conséquent bien plus élevée. Ce constat vaut pour la Rome républicaine et le début de l'Empire. Par la suite, le nombre d'engagés celtes dans les légions, car ayant obtenu la citoyenneté, est bien plus important. Mais pour notre période d'études, sur le règne des Julio-Claudiens, une immense majorité servent encore dans les troupes auxiliaires, la citoyenneté n'étant obtenue systématiquement qu'à partir du règne de Claude, soit de 41 à 54 après Jésus-Christ. Dans ces tombes, nous pouvons y retrouver des glaives de type Mayence selon la classification de Christian Mix, des casques de type impérial gallique selon la classification de Russell Robinson, des plaques de ceinture et des pointes de lance, éléments qui tendent à confirmer la présence d'un soldat auxiliaire, car c'était des formations de lanciers, contrairement aux légions. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les stèles, et sur celles-ci nous constatons qu'il n'y a pas de différence notable entre les auxiliaires et les légionnaires. Sur ces dernières, les fantassins auxiliaires sont représentés à la romaine, ce qui peut nous interroger sur ces représentations, étant donné que c'est l'image que le défunt veut laisser et nous ne savons pas à quel point elles sont fidèles à la réalité. Cependant, certaines pièces d'équipement, comme les plaques de ceinture, glaives, se retrouvent au niveau archéologique, dans les tombes à armes et dans les forces auxiliaires. Au niveau des vêtements, il y a une grande diversité, car provenant de territoires différents. Le textile coûtait cher à l'époque et on ne le remplaçait pas pour rien, surtout lorsqu'il nous est confortable et qu'il est adapté au climat où ils sont stationnés. Le climat du limes, où un grand nombre d'auxiliaires celtes ont été affectés, est assez similaire à ceux qu'ils connaissent. La colonne Trajane nous renseigne également sur l'équipement d'archers d'origine syrienne. Au niveau des armures, tous les types existants au 1er siècle sont possibles, même la célèbre segmentata, mais nous y reviendrons. Pour conclure cette introduction aux troupes auxiliaires, Tacite affirmait qu'il était préférable de verser du sang non romain plutôt que celui des citoyens. Beaucoup d'historiens ont déduit que les auxiliaires non citoyens étaient des soldats de moindre qualité par rapport à leurs homologues citoyens, les légionnaires. Il n'en était rien. Des citoyens romains pouvaient servir dans les cohortes auxiliaires et inversement dans de rares cas. Certaines unités auxiliaires étaient même composées exclusivement de citoyens romains, citoyenneté acquise sur les champs de bataille, par promotion ou dès leur enrôlement. Le principal critère expliquant cette situation semble avoir été la spécialisation des auxiliaires par l'utilisation d'armes et d'équipements particuliers. Quand on est sur le limes, voire même en avant, au-delà de cette limite, ces troupes devaient répondre rapidement aux incursions barbares et si possible les arrêter en attendant les légions situées plus en retrait. C'est pourquoi il semblait logique d'associer des soldats de cités diverses en un même point de la frontière. Des frondeurs origines des Baléares,
des archers d'origine syrienne ou crétoise, des cavaliers germaniques ou gallo-romains, et des fantassins de toutes origines, Gaules, Britannia, Noriques, Thraces, etc. Et ce brassage des langues et des cultures n'empêchait pas que les soldats devaient répondre aux ordres en latin. Sur une centurie de 80 hommes, il serait raisonnable et fort logique de penser que plusieurs d'entre eux pouvaient être des citoyens romains, encadrant la troupe, avec les optios et les centurions notamment. Surtout au début de l'Empire. En effet, la confiance accordée à ce moment aux provinciaux était en effet toute relative. Ces cohortes devenaient un formidable outil de romanisation, ainsi qu'un levier social important pour les membres des classes modestes. Un autre critère semble avoir été la mobilité de ces cohortes et leur capacité à voyager à travers l'Empire. Ils ont surveillé un vaste territoire au péril de leur vie. Ils étaient ainsi les sentinelles de l'Empire romain. Nicolas!